Ils sont complètement malades hein, tous, hein. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais c'est complètement lunaire. Le divertissement est total à Monte-Carlo depuis 24 heures. Tsitsipas humilié et trash-talké par Fritz. Et que dire de Daniil Medvedev en mode zinzin de l'espace face à Zverev et à Rune. Je te laisse claquer un petit pouce sous la vidéo et à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau placé sous le signe de la folie avec Rafael Nadal. La mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques heures, c'est confirmé, Rafa ne sera pas à Barcelone. Daniil non plus, hein. Il a déclaré forfait juste après sa défaite face à Rune. Alors on a le tweet de circonstance pour Rafael Nadal. Barcelone est un tournoi muy especial para mí, car c'est mon club d'adoption et parce que jouer à domicile est toujours une sensation unique. Je ne suis toujours pas prêt et par conséquent, je continue mon processus de préparation pour le retour à la compétition. Donc on l'attend éventuellement à Madrid ou au pire à Rome. Mais enchaînons tout de suite avec ce qui vous intéresse et franchement je sais pas ce qui se passe à Monte-Carlo, il doit y avoir des ondes, mais ces dernières 24 heures c'est n'importe quoi. Daniil Medvedev contre Zverev hier soir, c'était une dinguerie absolue. Donc vous voyez ici Daniil qui s'est pris la tête, bien sûr avec le public encore une fois, avec le petit index. Ça a duré des secondes et des secondes. Alors Daniil il a précisé que après ce qui s'est passé lors de la finale de l'Open d'Australie, la famosa en 2022 face à Rafa, s'il se passe quelque chose désormais qui ne me plaît pas, je fais savoir au public qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc c'est un grand enfant face à d'autres grands enfants, c'est assez marrant. On a eu également cette séquence, vous avez peut-être raté, hein, de Daniil, c'est le Z qui va servir pour le match dans la deuxième manche, et Daniil, il a rien trouvé de mieux à faire que d'enlever le poteau, parce que pourquoi pas. Par contre, c'est là que tu te dis, l'arbitre c'était Carlos Bernardes, un peu en mode paillasson, hein. Il s'est levé, il est descendu de sa chaise, il a remis le poteau, miskin, il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a pas non plus vraiment de mouvetage quand Daniil est parti à 4-3 dans la troisième manche pour aller pisser en vitesse. Est-ce que c'est vraiment accepté par le règlement ça, je ne suis pas sûr. Alors il est resté plus ou moins dans les limites, même s'il a un peu tiré la corde. Enfin bref, ça c'est juste un petit épiphénomène. Donc on a eu des petits mots de la chambre à la fin de la rencontre. Une poignée de main d'ailleurs très très fraîche entre les deux hommes. Et Medvedev qui n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il a servi 2 fois pour le match, donc il aurait probablement dû faire mieux. C'est vrai que Daniil en 2022, il avait été très très fort dans ce secteur hein, pour être clutch. D'ailleurs, en parlant des arbitres, j'ai une petite anecdote à vous partager. Moi, il y a quelques mois, j'étais en contact avec un arbitre francophone. Bon, je vais pas vous donner le nom parce que j'ai pas envie de le mettre dans la sauce. Et j'ai appris à cette occasion que les arbitres ne pouvaient pas parler dans la presse, dans les médias. On avait commencé à discuter en off, vous voyez, et moi je commençais à récolter quelques petites informations, c'était intéressant pour moi, mais assez vite il m'a mis un stop et il m'a dit maintenant c'est pas possible, hein, je pourrais pas intervenir sur la chaîne officiellement à visage découvert, et j'aimerais bien que ça change, quoi, que les arbitres aient un peu plus de liberté pour exprimer leurs opinions, parce que là actuellement c'est souvent l'avantage aux joueurs dans le rapport de force, et les arbitres ils sont un petit peu laissés pour compte. Donc, vous croyez que Zverev n'a pas répondu à ces petites taquineries de Medvedev? Vous vous mettez le doigt dans l'œil. On a eu une réaction à Sky quelques minutes après la rencontre et le Z était furibard, il l'a dit, c'est l'un des joueurs les moins fair-play au monde en parlant de Medvedev. Je prends le fair-play et l'esprit sportif très au sérieux, on se souvient d'ailleurs à Acapulco. Ce n'est pas son cas, il fait une pause toilette quand ce n'est plus possible, donc ça vous renvoie à ce que je vous ai raconté. Il y a 1000 situations dans lesquelles il sent que je commence à mieux jouer et dans lesquelles il essaye de faire quelque chose à chaque fois. Je suis extrêmement déçu de lui en tant qu'athlète. Bien sûr, on peut dire que ce n'est pas bon pour moi d'être distrait, cela ne devrait pas m'arriver et c'est totalement ma faute, mais je pense que le fair play devrait toujours faire partie du sport. On peut peut-être arguer ça, effectivement, mais bon, tu sers 2 fois pour la rencontre. Si t'es un minimum pas un énorme chokinator, tu la remportes. Là, je vous vois derrière votre écran et vous vous dites, bon, ok, c'est terminé, ça fait déjà beaucoup en fait. Bah non, Daniil, il avait encore un message à faire passer, et donc c'était après sa défaite face à Rune, il a serré la main, et c'est le merveilleux Quentin Monet qui nous le relaye. Donc vous le voyez ici, Daniil Medvedev imite la poignée de main glaciale d'Alexander Zverev la veille et chambre l'Allemand, qui a évoqué son manque de fair play hier, on en a parlé il y a quelques instants. Donc il a dit, bien joué mec, c'est injuste, tu joues trop bien, tu n'es pas fair play, en détournant le regard. Donc Daniil qui n'en manque pas une pour aller troller ses adversaires. Vous trouvez ça sympathique ou un poil too much? Dites-moi tout dans les commentaires. Parce que c'est vrai que tu te dis, si c'est un autre joueur, si c'est Stefanos Tsitsipas par exemple, ou si c'est un joueur encore plus d'envergure comme Novak Djokovic par exemple,
Je sais pas si c'est le type de comportement qui serait aussi bien accepté par le public. On enchaîne, nouvelle info dans ce côté réseau avec Novak Djokovic justement qui était furax après sa défaite face à Musetti. Il avait pas envie de parler à la presse, il a coupé la parole aux journalistes. Ça a duré environ 40 secondes cet extrait de cette conférence. Il voulait vraiment expédier le bousin, on peut le comprendre avec ce petit problème. Justement, on a eu les images de la part de Corinne Dutreuil qui est une excellente photographe sur le circuit. Et donc là vous voyez, c'est lors d'un entraînement face à Matteo Berrettini. Une extension côté revers, et manifestement c'est ici qu'il s'est claquax, donc vous le voyez, je vais vous envoyer les petites images, deuxième image, troisième image avec un coude qu'on se tient, le même coude qu'en 2017, je vous en ai parlé hier, donc là on aura un Novak à Banja Luka la semaine pro, en forme ou pas? Inch'Allah. Et on enchaîne avec le quintatique, la humiliación de Stefanos Tsitsipas qui s'est fait laver les fesses au savon de Marseille par Taylor Fritz qui lui est rentré dans l'art, qui a mis des merguez dans tous les sens. Il manquait vraiment de la sauce pour accompagner ces merguez. Ici vous le voyez, on est debout sur la table, sur la deuxième balle adverse. Il a été, je trouve, très impactant, le joueur américain. Le service qui n'a pas répondu présent du côté de Stefanos, le coup droit aux oubliettes également, on est à 7 fautes directes sur le coup droit dans la première manche, on est à 2 coups gagnants simplement sur l'ensemble de cette première manche. Il s'est fait vraiment exploser, c'est une de ses pires défaites en carrière sur terre battue. Stefanos a 45% derrière sa seconde balle sur le match, alors que généralement c'est l'une de ses grandes forces, et tactiquement, Taylor Fritz qui a réalisé quelque chose de très pertinent je trouve, c'est-à-dire que sur son revers, et il l'a expliqué ensuite, ce qu'il adore faire généralement, c'est partir croisé. Ça vous le savez certainement si vous observez les matchs de Tyler. Et là, ce qu'il a fait, un petit peu différent, il s'est adapté au match-up face à Stefanos Tsitsipas, c'est qu'il est allé long de ligne. Donc il a forcé Stefanos à un tout petit peu se décaler, à l'empêcher de se positionner ici, la position préférentielle de Stefanos Tsitsipas. Et du coup, quand tu déplaces Stefanos, au lieu d'être là habituellement, il se met un tout petit peu plus là. Eh bien tu peux aller isoler son revers, et il l'a fait à merveille sur l'ensemble de la partie quasiment. Il y a juste eu un tout petit relâchement dans la deuxième manche, donc tu joues long en plus du côté de l'américain. Donc là, Steph, quand il a pas de temps sur son revers, il a pas de slice le gars, ou quasiment pas, donc il va essayer de l'envelopper quoi qu'il en coûte. Il y a eu un concours de bois, on se serait cru sur un terrain de golf. Elle est pas très bonne celle-là, cette vanne. Pas. Une performance donc quasiment immaculée de la part de Taylor Fritz. Il y a juste eu simplement un petit débrécos dans ce 8e jeu de la deuxième manche, et on a vu ici dans ce point particulièrement les déplacements latéraux. Si le gars est à 3-4 mètres de ligne de fond, ce qu'elle n'a pas réussi à faire Stefanos Tsitsipas, il est quand même super vulnérable, quoi. On dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il est là, il patauge, les reprises d'appui, les glissades, c'est pas non plus trop sa tasse de thé, mais s'il est sur la baseline et qu'il envoie ses merguez, redoutable, hein. Stefanos bafoué, humilié, battu à plat de couture par Taylor Fritz, et puis une chambre d'anthologie, je trouve, de la part... Regardez, Taylor Fritz, comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Souvenez-vous, hier, je vous avais montré sur la lentille Tsitsipas qui avait écrit que la terre battue américaine était comme une licorne sur un skateboard. Moi, ça m'a complètement explosé le cerveau, ça. J'ai l'impression que ça a explosé le cerveau de tout le monde, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est dans l'antre de la folie actuellement à Monte-Carlo. Et là, donc, la réaction de Taylor Fritz avec USA Clay, 3 points d'interrogation, et le magnifique comme ça, là. Il le tient bien, hein. Il est bon. On arrive sur le pot pourri, juste une petite palette rapide pour Sinner qui a démantibulé Musetti, qui était encore dans ses frissons de sa victoire contre l'épave de Novak Djokovic. Bon, il s'est fait démonter, hein. On a eu de la longueur, ça a envoyé des pancartes dans tous les sens, il y a eu peut-être un tout petit allez, soyons sympas, relâchement dans le début du deuxième, mais Sinner a explosé Musetti, il l'a mis à 3-4 mètres de la ligne de fond, et bim, et bam, et pouf. Daniil de son côté, qui rejouait à 15h, sympa les organisateurs de mettre le match avant le duel italien, pour que Daniil récupère bien après son marathon d'hier soir. Bref, tactiquement, il s'est fait surclasser, parce que Daniil, quand il est très loin, et d'autant plus sur terre battue, quand vous pouvez mettre de l'effet, de la puissance, du lift, tu repousses ton adversaire. Donc un Daniil à 4-5 mètres, il est très vulnérable face aux joueurs qui savent très bien réaliser le service volé et les amortis, et typiquement ici, Rune s'est gavé sur les amortis, également les services volés, et ça nous rappelle le match-up entre Daniil et Alcaraz. Réaction néanmoins pour le trublion russe dans la deuxième manche, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le deuxième set, c'est lui qui a décidé d'aller au filet, et il a des statistiques qui sont plutôt pas mal, hein. Il est à 9 sur 12 dans la deuxième manche, il est simplement à 2 sur 9 dans la première manche, parce qu'il était aspiré au filet, c'était pas du tout les mêmes conditions, donc il s'est adapté, il s'est battu avec ses armes du moment, mais globalement, à part un petit passage à vide de la part de Rune avec un débreak, il s'est fait manger.
C'est la reco du jour, vous connaissez la musique, les demi-finales demain Monte Carlo, alors on aura du Rublev Fritz à 13h30 et le Sinner Rune. Alors là ça va être merguez, chipot, côte de bœuf. À demain, bisous.